variations Goldberg. C'est le chapitre 4 sur Riccardo III de Carmelo Bene. L'impuissance souveraine in fuga. Merci. Bonjour, gracias Kalimera, próxima pessoa. Eu não vou entrar como não há mais escritos, porque eu estou trabalhando skills, methodmi do clientes silences. Também isso é legal. Je devo predimensar je suis très heureuse de me trouver ici, de très proches amis, de parler de ma chère amie américaine, parce qu'en fait, se trouve en vrai, c'est une circonstance très exceptionnelle. Et je me sens privilégiée d'avoir pu essayer de partager avec elle des sentiments de réflexion. Vous allez voir aussi à travers son livre vraiment un champ de réflexion très intéressant, très innovant et très original. D'abord, quelques mots sur les livres, sur les films qu'on a déjà vous avez projeté. Le film Solaris, pour ouvrir cette introduction sur les chapitres du livre. Comme on a vu dans la partie de film projeté sur la de Tarkovsky, les caméras se focalisent sur l'œuvre artistique qui domine la vision du protagoniste. Tous les détails sont présents, l'oiseau sur la neige, le chasseur, leur chien dans un paysage blanc de neige. Aussi à l'image de l'héritage narratif de Dostoïevski, la séquence des scènes démonstratives de l'histoire du film est interrompue par les regards artistiques, l'œuvre d'art invoquant la présence de la conscience de l'être humain. C'est la conscience humaine qui constitue les champs d'investigation de metteur en scène. Tarkovsky professe une croyance profonde au mystère de la conscience humaine. Les sujets, entre guillemets, en contrepartie, fragments de l'univers, de la nature, du système cosmique et les vrais miracles, l'objet véritable de fascination. Dans cette station spatiale, la recherche scientifique de l'univers, l'exploration prétendue de l'espace, constitue l'arrière-plan où se dévoile la tragédie de l'existence humaine, la possibilité de l'être. Selon les propres dires du metteur en scène, l'homme est donné d'une conscience, ce qui signifie qu'il est tourmenté quand ses actions sont contraires à la loi morale. Et dans ce sens, la conscience implique un élément de tragédie. Alors c'est tout l'élément de frustration et de tension entourant l'existence humaine, selon un autre commentateur du film, que le voyage vers Solaris est davantage cheminement allant derrière de soi-même, déplacement de planète à planète. Solaris est surtout cause mentale, redoute sur sa propre conscience meurtrie. Si la quête d'entreprise est la quête de Dieu, les adeptes de la solaristique se retrouvent seuls face à leur incapacité à comprendre les grands mystères de la vie et de la création. Cette prise de conscience se manifeste également comme prise de la souveraineté, du sujet politique et du sujet de la politique. C'est cette crise qui est lue dans les livres de Alessia, à la lumière d'une intelligence et d'une originalité, d'une ambition vaste qui exploite la profondeur, la théorie esthétique et les études des genres, la philosophie des sciences, la théorie des langages et la psychanalyse. Et l'auteur montre avec une éloquence magistrale que le cinéma, le théâtre et la musique contribuent à rendre tangible et immédiate cette mécanique impuissante de l'instance de l'effet esthétique. Alors la question pourrait se poser dans ces termes: comment depuis ce paradigme de la monstruosité, de la normale et de bien, qui a
inauguré et forgé la conception dominante de la normalité de la construction de cet appareil de formation sociale qu'on appelle l'État, pour envisager le franchissement du terrain, déformant de la construction du système et donc des sous-techniques inachevées, ainsi que du modèle du souverain monstre, qui, selon les dires de l'auteur, considéra avec la monstrueuse très bourgeoise un calcul planifié et rationnel de la guerre, de la misère, de l'exploitation et d'autres termes de la loi. Dans les sillages de déconsidération, c'est la nature même de la loi et de la normativité qui doit être posée en question. Les éléments constitutifs de l'ordre de la contrainte, qui ne sont souvent présentés que comme la légalisation d'un ordre censé normal. Alors, en écoutant de la mythologie grecque, une figure que vous connaissez tous, est-ce qu'on pourrait vraiment repenser la figure d'Antigone et lui donner une dimension émancipatrice en la plaçant dans les contextes contemporains? Est-ce que ces figures pourraient nous fournir des clés d'analyse pour une reconfiguration des rapports de pouvoir, des limites de la loi et de la norme, des rapports constitutionnalisés et reconnaissables socialement? Alors, mes réflexions, à partir de ces livres, des réflexions qui concernent sur cette figure de monstre du souverain présenté dans les livres d'Aiesia, sont aussi des réflexions qui ont été nées en lisant les livres de Judith Butler consacrés à la figure d'Antigone. Et c'est Judith Butler qui présente les limites propres aussi à la critique psychanalytique de la figure d'Antigone, ainsi que c'est propre à une prémisse d'universalité à l'origine de l'éthique représentée par l'État dans la vision de la philosophie hégélienne. Au-delà de l'approche alors qui réduit Antigone à une figure opposée à l'ordre établi et reconnue de l'État, ou une figure qui se trouve à la frontière du symbolique, à savoir une approche qui la réduit à une non-existence qui se comprend seulement à travers et par des biais de l'ordre extérieur à elle, mais dont elle assure la consistance et la subsistance, l'étude de Butler permet d'envisager la figure d'Antigone en soi. Contempler alors sur la possibilité qu'elle représente une réarticulation de l'ordre éthique en mettant en question le point constitutif de ces ordres, sa propre ontologie. Dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel soutient qu'Antigone est l'éternelle ironie de la communauté. Elle représente la loi de Dieu de la maison, et Créon représente la loi d'État qui doit prévaloir. Pour Butler, une telle opposition du norme ne parvient pas à capter en réalité qu'Antigone, censée représenter la parenté, elle se prétend elle-même être à l'écart de la parenté, dissociée d'une conception de la parenté qui pourrait, dans la vision hégélienne, être aux antipodes du social et de l'État. Antigone est le fruit d'un lien incestueux, elle-même fait un attachement à son frère à cause d'un amour impossible qui l'a conduit à la mort. Elle commet son acte pour son frère, mais son frère n'est pas seulement son frère, car son frère est déjà dit aussi son père, sa mère, sa sœur. La figure d'Antigone, plus qu'autre chose, incarne alors les non représentables, les concevables, les non classables, cette limite qui manque l'intelligibilité linguistique représentative d'une certaine légalité d'un ordre social existant. Alors, Antigone devient un agent éthique, un agent par excellence politique dans le sens du dépassement des catégories et des représentations symboliques vivantes et viables, par la force constitutive d'un nouveau champ d'éléments, d'un nouveau champ de reconnaissance selon la terminologie hégélienne. Si Antigone parle d'une intelligibilité ontologique, selon Alessio, elle se constitue comme figure et agent moral non seulement à travers son acte, mais surtout à travers l'appropriation linguistique de son acte et son discours. Ainsi, la revendication de l'acte devient l'acte même de l'entraînement de la norme, soit dans la topologie lacanienne du passage du symbolique normatif au réel normatif. Les crimes essentiels d'Antigone demeurent d'abord transgresser les lois de la cité. En manifestant son amour pour son frère, elle transgresse aussi l'interdiction fondamentale de l'inceste, la défiance de laquelle était d'ailleurs l'origine constitutive de son être. Sa
ainsi qu'Antigone réapparaît comme une limite de nouvelle articulation d'éléments qui ouvre de nouvelles chambres de formes intelligibles des villes. Aussi, elle instaure un champ nouveau dans la sphère publique pour laisser apparaître une brèche vers l'accès à la constitution publique de l'humain et sa reconnaissance en termes légaux. En faisant intrusion dans la sphère de la politique, elle permet en outre de refuser l'efficacité même du droit de la humanité comme la réponse adéquate aux revendications d'une transformation radicale de la société et de l'humain. C'est alors un humain qui représente en réalité l'ensemble des êtres vivants dont l'existence ne peut pas être déchiffrable par la loi, ou bien que la loi, en leur niant cette existence, les condamne à l'inexistence et à la mort fictive ou à une vie illégale en contradiction de la loi. Je ne sais pas si